Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour comprendre comment l'eau et l'énergie sont des ressources qu'il faut apprendre à gérer. L'homme a de tout temps exploité les ressources autour de lui, mais cette exploitation était alors raisonnée et limitée. Mais depuis l'époque des grandes découvertes, il les exploite plus densément. En découvrant des terres nouvelles, il en a exploité les ressources et surtout a mondialisé la circulation de ces ressources. Ensuite, il a commencé à les exploiter fortement avec l'époque industrielle et avec la conquête coloniale. Enfin, la période de croissance économique qui suit la Seconde Guerre mondiale se traduit par une croissance démographique très forte et entraîne donc une accélération de l'exploitation de ces ressources, voire même une surexploitation. Avec plus de 7 milliards d'humains aujourd'hui et près de 9 milliards en 2050, les besoins en eau et en énergie sont toujours plus importants. On déplore donc une surexploitation des ressources. Mais alors comment gérer des ressources en énergie et en eau face à une demande de plus en plus importante ? Il faut apprendre à mieux gérer ces ressources car cette augmentation peut nuire gravement à l'environnement. Concernant l'eau, on constate premièrement que tous les pays du monde ne sont pas égaux face à l'accès à l'eau. On sait par exemple que 15% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et que 59% n'est pas connecté. Pourtant, c'est une ressource indispensable à l'homme, aussi bien pour ses besoins essentiels comme boire ou encore se laver, que pour ses activités anciennes comme l'agriculture qui elle-même permet de s'alimenter, ou ses activités plus récentes comme le tourisme, avec la généralisation des piscines ou encore de la climatisation. Enfin, l'eau est nécessaire pour son mode de vie, car l'urbanisation de plus en plus importante de la population à l'échelle mondiale favorise la consommation en eau. Eau courante, canalisation ou encore généralisation des déplacements motorisés. Ainsi, on peut classer les pays en 3 catégories. Tout d'abord, les pays en rouge qui connaissent une situation de pénurie, c'est-à-dire qu'ils manquent d'eau, notamment à certaines périodes de l'année, car les précipitations sont rares et peu importantes en quantité. L'eau devient alors une ressource rare précieuse qui fait défaut dans ces espaces. C'est le cas de toute l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique de l'Est, de la péninsule arabique qui possède moins de 1,5% des ressources mondiales en eau, mais également de l'ouest de l'Australie, c'est-à-dire au total un tiers de l'humanité. Ensuite, les pays qui sont en orange connaissent un stress hydrique, c'est-à-dire que la capacité en eau est insuffisante à la population. Ces pays se situent principalement en Asie du Sud, c'est-à-dire en Inde ou encore en Asie de l'Est, la Chine, ou encore dans la région du Sahel, en Afrique, ainsi que dans l'Afrique du Sud, mais également en Amérique, en Californie et au Nouveau-Mexique, ou enfin en Europe, par exemple en Espagne. Parfois, ces deux situations, pénurie ou stress hydrique, entraînent des situations de conflit entre les habitants. C'est le cas en Afrique, dans la région israélo-palestinienne ou encore la Syrie. Pour terminer, tous les autres pays ont un accès à l'eau suffisant et ne connaissent aucune restriction ou même problématique liée à l'eau douce. Deuxièmement, on peut voir que certains pays ont mis en place des stratégies pour pallier à ce manque d'eau. Par exemple, dans certains pays du pourtour méditerranéen ou la péninsule arabique, c'est là où on constate une pénurie. Les États se sont alors équipés d'usines de dessalement de l'eau de mer. Puisque ces États disposent d'un accès à l'eau de mer, mais que celle-ci est impropre à la consommation, alors ils ont inventé des machines qui permettent de filtrer et rendre consommable une eau normalement inconsommable. Malheureusement, ce ne sont pas tous les pays qui en ont besoin qui peuvent s'équiper de ces usines, car elles sont coûteuses et demandent un savoir-faire important. Ainsi, ce sont surtout les pays les plus riches de ces régions qui y ont accès. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le niveau de richesse joue un rôle déterminant et accentue même l'injustice entre les pays. Ensuite, cette carte nous renseigne sur la répartition de l'énergie à la surface de la planète. Par exemple, elle montre que certains pays sont très consommateurs d'énergie. Il s'agit principalement des pays développés qu'on appelle aussi les pays de la triade, l'Europe, l'Amérique du Nord ou encore le Japon. Ou bien ce sont des pays émergents, c'est-à-dire qui sont en pleine croissance économique, comme le cas de la Chine, de la Russie ou encore de l'Inde. Tous ces pays se trouvent dans l'hémisphère nord.
Mais cette forte consommation vient aussi du fait que ces mêmes pays sont des pays producteurs d'énergie. Par exemple, pour la production d'électricité, on peut observer que 80% de cette électricité est surtout produite grâce à des usines nucléaires. Plus récemment, grâce à des énergies renouvelables. Le choix de s'orienter aujourd'hui vers ce type d'énergie moins ou pas polluante répond à un impératif de développement durable. De manière générale, on sait qu'aujourd'hui la consommation d'énergie ne cesse d'augmenter à cause de la croissance démographique, de la croissance économique et surtout de l'urbanisation. Malheureusement, 86,5% des énergies consommées sont soit d'origine fossile, ce qui signifie qu'elles sont extraites du sous-sol. Parmi ces énergies fossiles, on trouve le charbon, le pétrole ou encore le gaz, soit elles sont d'origine nucléaire comme l'électricité. C'est le cas dans les pays riches de l'hémisphère nord. Or, l'exploitation des énergies fossiles est très polluante. En effet, elle est responsable de l'émission de gaz à effet de serre, du réchauffement des fleuves et des rivières par les centrales, mais aussi des marées noires par les accidents en pleine mer de pétroliers, et enfin de production de déchets radioactifs. Inversement, seulement 13,5% des énergies renouvelables ne représentent qu'une faible partie des énergies consommées. Parmi elles, on trouve le bois, l'eau des rivières ou des fleuves, les biocarburants, le soleil ou encore le vent. Malheureusement, la part de ces énergies renouvelables dans l'ensemble de la production est très faible. Ces sources d'énergie ne sont pas pour autant sans risque, et il ne faudrait pas penser qu'elles sont totalement inoffensives. Par exemple, le chauffage au bois encourage la déforestation, et donc il favorise les gaz à effet de serre. Les barrages hydrauliques peuvent être responsables d'inondations en cas de rupture du barrage. Les biocarburants nécessitent des surfaces importantes au détriment des plantes alimentaires. Les panneaux solaires ont un coût de production élevé. Quant aux éoliennes, elles provoquent des nuisances à la fois sonores et visuelles. Après cette prise de conscience, il faut maintenant amorcer des changements dans nos modes de production et de consommation des ressources. C'est pour cela qu'on parle de transition énergétique, c'est-à-dire le passage des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Sur ce document, on peut observer que selon des projections, il semblerait que certains pays s'engagent à diminuer la production de charbon, de pétrole et de gaz, et au contraire intensifient la production d'énergies renouvelables. Quels sont les chiffres alors qu'on peut retenir ? 700 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. 1,5 milliard de personnes n'ont toujours pas d'électricité. 20% de la population consomme 80% des ressources. Plus de 80% des énergies sont fossiles. Mais nous entamons une transition écologique qui nécessite un partage équitable, un recyclage systématique et une limitation de la consommation. En bilan, on peut dire que les ressources sont nécessaires, mais leur répartition et leur consommation est inégale à la surface du globe. Les ressources également s'épuisent. Enfin, nous devons nous engager dans la voie des énergies les moins polluantes.